Je pense que ça doit nourrir pas mal des réflexions de ma collègue Régine Weintrater, qui est psychanalyste. J'insiste, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur la Shoah, vous le savez bien, mais j'insiste sur l'intérêt de ces approches transdisciplinaires. Pour travailler sur la mémoire, je vous dirais une chose toute bête. Je ne vois pas maintenant comment on peut comprendre la mémoire collective, parce que personnellement je préfère appeler la mémoire sociale, si on ne prend pas en compte ce qui se passe dans le cerveau. Et il est clair qu'avec l'imagerie médicale, on a la preuve maintenant, concrète, scientifique, qu'il est impossible de comprendre ce qui se passe dans les dynamiques cérébrales de la mémoire si on ne prend pas en compte l'input du social, si on ne prend pas en compte ce qui se passe dans la société. Et c'est dans cette dialectique-là qu'on doit construire la connaissance de ces mécanismes mémoriels. Je vais vous prendre un seul exemple qui m'est venu dans une série d'entretiens que j'ai eu avec Cyrulnik, Nick, toujours lui, mais qui me citait Fuster, qui est un historien intéressant, un neuroscientifique américain, qui a montré, grâce à l'imagerie médicale, une mécanique qui devrait vraiment nous amener à réfléchir sur ce que nous faisons, et les uns les autres dans des disciplines différentes. Donc il met ce qu'on appelle une casserole, enfin ce qu'il appelle dans son vocabulaire, Boris, une casserole sur la tête, donc pour voir un peu comment ça se passe. On demande à la personne de se remémorer ce qu'elle a fait 6 jours plus tôt, donc il y a 7-8 secondes où ça flotte, et puis au bout de 7-8 secondes, là, il y a des zones qui s'allument, et des réseaux qui s'activent. Et puis un peu plus tard, on l'interroge sur ce qu'elle va faire dans 8 jours, sur ce qui peut se faire, ce qu'elle peut imaginer, comment elle peut se projeter dans l'avenir. Même casserole, même 7-8 secondes de flottement, et ça s'allume. C'est exactement les mêmes zones qui s'allument. Ça veut dire que les zones de la mémoire sont les mêmes que les zones de l'anticipation de l'imagination. Alors, je peux vous dire que pour des historiens, ça nous interroge, sans être spécialiste de ces questions neuroscientifiques, et ça doit interroger les psychanalystes, parce que je peux vous dire que l'impression que j'ai, mais Régine pourra certainement corriger, c'est que dans les relations transdisciplinaires ou interdisciplinaires, à la limite, c'est plus facile de dialoguer entre historiens ou sociologues et psychanalystes, ou entre historiens, sociologues et neuroscientifiques, qu'entre neuroscientifiques et psychanalystes. Mais je te passe la parole, Régine. Merci. Alors, j'ai 12 minutes et demie. Alors là, c'est plus de 12 parce que j'ai trop parlé. Bon. Alors, moi, parlant après vous tous, j'ai trouvé des points de convergence. C'est pas étonnant, c'est pas la première fois qu'on se retrouve sur des choses. Et comme toujours, quand le témoin parle, moi, ça me rassérénère. Non pas que ce qu'il dit est tellement drôle à entendre, mais ça me conforte dans l'idée que je suis pas tout à fait dans le faux, et que ce que je constate, ou ce que j'essaye de penser depuis beaucoup d'années, au fond, mais ça colle encore. Parce que ce qu'Alain a dit, on dirait que... Enfin, voilà, il y a beaucoup de points de convergence. Donc on est là quand même dans cette idée de ce qui est déjà écrit dans le livre d'Isaïe, quand Dieu proclame qu'il va donner aux morts sans descendance une demeure et un nom impérissable, Yad Vashem, qui est le nom du mémorial de la Shoah, Jérusalem. Donc on est là autour d'une promesse de mémoire, d'un devoir de mémoire, c'est ce qu'on nous a demandé de traiter aujourd'hui, et moi j'ajouterais d'un travail de mémoire. Parce que la mémoire est un terme polysémique qui nous invite à réfléchir, comme nous a invité Marcel, et nous nous rencontrons tous là-dessus, pour mettre en commun et dialoguer sur cet objet proposé qui n'est pas toujours le même, mais qui est tout à fait complémentaire. Le devoir de mémoire. Et il m'a demandé de le faire à partir de mon expérience auprès des survivants de la Shoah. Donc je n'évoquerai pas le Rwanda, bien que j'ai aussi une petite expérience auprès de survivants du génocide des Tutsis du Rwanda.
on peut parler de temps dans l'évolution de la mémoire et du témoignage. Pour la Shoah, le premier temps est celui des témoignages l'immédiate après-guerre. Le second temps, pour le dire vite, mais je ne fais pas de l'histoire, c'est juste pour arriver au point que je veux développer. Le second temps est un peu plus littéraire, et là, il y a beaucoup à dire. Le troisième temps, c'est celui dans lequel nous sommes rendus depuis déjà plus de 3 décennies, avec une floraison de formes diverses, des témoignages, des recueils d'ouvrages, des témoignages écrits, des témoignages oraux, des films, avec une prépondérance d'essais et de témoignages centrés sur la personne, qui reflètent le besoin éprouvé par toute une société de s'informer et de réfléchir sur la nature d'événements qui imposent un questionnement sans fin. Mais il n'en est pas été toujours ainsi. Par exemple, les survivants, quand ils sont revenus, peu ont pu parler à leurs proches de ce qu'ils avaient vécu. Ils se sentaient sommés de se réadapter à la vie normale et d'apparaître, selon le titre d'un ouvrage, intacts aux yeux du monde. Et donc, cette période de transition, ils l'ont vécue souvent dans la solitude, et certains se sont tournés vers l'écriture, des manuscrits qui ont été publiés ou pas, qui ont été mis dans un tiroir et redécouverts des années après, mais souvent, ils ont fait silence sur leur expérience. À cette période, les seuls témoins qui prenaient la parole, c'était parce qu'ils étaient sollicités par des instances, justice ou histoire. Donc c'était un témoignage qui se limitait aux règles de la déposition, et les témoins et les personnes qui recueillaient leurs témoignages ne s'étaient pas choisis. L'interlocuteur était désigné en fonction de la position qu'il occupait. Le témoignage était tout entier orienté vers l'administration de la preuve. L'irruption de l'émotion, par exemple, était considérée comme une gêne, et cette tâche ne garantissait aux témoins aucun réconfort. Il s'agissait en fait d'une épreuve supplémentaire, on l'a vu avec le Rwanda et ça n'a pas cessé, une épreuve supplémentaire que le témoin s'inflige à lui-même au nom d'une exigence morale et dans une optique militante. C'est cette sorte de témoignage qui a donné naissance au récit de vie tel que nous le connaissons. Et pendant donc de longues années, la parole militante est restée la seule raison avouable de la prise de parole, ce qu'on a entendu. Que ce soit donc au nom d'un idéal de constitution d'archives ou dans une optique d'abord de contrer le négationnisme. Puisque négationnisme, il y a dans chaque génocide comporte son volet négationniste. Donc à ce moment-là, le témoin limite encore l'accès à sa vie personnelle. Son récit se concentre sur la période incriminée, peu ou pas de détails sur la vie d'avant, un certain laconisme, une sobriété qui confine parfois à la sécheresse émotionnelle. Et s'il se laisse aller à parler de lui-même, il s'autorise quelquefois à parler des autres, de la famille, des disparus, pour une des raisons proclamées, qui est de faire vivre le souvenir des disparus, de témoigner, promesse que souvent les survivants ont fait à leurs disparus, dans une espèce de formule, tout souvent qui ponctue les récits. Je leur ai promis, si je survivais, de témoigner, de raconter. Ils me l'ont demandé. Là, on est dans le devoir de mémoire stricto sensu. Mais le troisième temps, moi, qui m'intéresse pour le moment, a une fonction charnière. C'est ce temps qui prépare la transition vers quelque chose qui est le travail de mémoire. Alors, qu'est-ce qui différencie les deux termes? Est-ce qu'ils sont si différents que ça? Le devoir de mémoire est une étape indispensable pour ouvrir la parole. Elle constitue ce premier temps du témoignage, incontournable, parce que l'injonction de témoigner donne une forme à la parole. C'est un temps de mission, contenu dans ce mot devoir. La mission est groupale, elle est collective, tant pour ceux qui témoignent que pour ceux qui vont écouter, visionner, recueillir, entendre le témoignage. C'est ce qui nous lie au témoin et c'est ce qui lui permet de témoigner, nous l'avons entendu. Mais la mémoire est un objet complexe, à la fois éminemment privé et aussi collective. Comme le rappelle Maurice Halbwachs dans un ouvrage paru après sa mort en déportation, nos souvenirs nous sont rappelés par les autres, lors même qu'il s'agit d'événements auxquels nous seuls avons été mêlés. Mais évidemment, dans le génocide, chacun a vécu le génocide à sa façon, mais il l'a aussi vécu collectivement. Or, ce contenant commun, dont on a besoin pour évoquer même sa mémoire privée, ce contenant a été effracté, voire détruit par le génocide, qui expulse violemment un groupe du collectif auquel il appartenait,
ce qui en fait le paradigme de ce que nous appelons, nous, en psychanalyse, la catastrophe psychique et sociale. Catastrophe psychique, dans le rapport particulier qu'elle instaure entre la réalité interne et l'environnement, qui rend impossible l'intégration de l'expérience traumatique. Mais catastrophe sociale, car il s'agit d'une destruction simultanée de toutes les institutions de la société qui gèrent les rapports entre les individus et le groupe, les écoles, les institutions de soins, les institutions de culture. Et c'est à recréer ce contenant que contribue le devoir de mémoire. Plus le lien social a été attaqué, je vais vite, plus se fait sentir le besoin de recourir à une institution de médiation de ce type fournie par le groupe. C'est absolument indispensable. On ne peut pas passer un témoignage individuel si on n'a pas reconstruit une enveloppe groupale et une volonté, comme ce qui nous réunit depuis quelques années, d'affronter et de mettre en place ce devoir de mémoire et éventuellement après ce travail de mémoire ou en même temps. Mais le devoir, s'il ouvre la parole, peut aussi la clore, l'enfermer, la figer. Quand cette idée de devoir impose au témoin des représentations de ce qu'il doit dire ou taire, des normes testimoniales. On a vu qu'en témoignant devant la justice ou l'histoire, souvent il ne s'autorisait pas une parole personnelle plus subjective. Donc à un moment, mais c'est des temps, et personne ne peut les dicter, le témoignage doit se libérer à un moment, doit larguer les amarres du devoir de mémoire et se déployer dans des formes plus inattendues que l'on observe maintenant, moins calibrées, qui respectent davantage le rythme personnel du sujet et sa souvenance intime. C'est ce qu'on appelle le travail de mémoire, au sens de l'élaboration et du traitement de l'événement traumatique par le psychisme, travail qui ne se déroule pas suivant la même temporalité. Il a été beaucoup question de temporalité et c'est une question très importante. Donc ce que je tiens à dire, c'est qu'autant le témoin a besoin de l'étayage groupal que constitue justement ce devoir de mémoire, que ce soit sous la forme de procès, de commémoration, de colloques, autant pour commencer un travail de mémoire, il a besoin de se libérer, de ne pas être tout entier assujetti aux exigences et au rythme dictés par le socius. Est-ce que j'ai encore 3 minutes ou pas ? Alors, je voulais dire que dans la parole testimoniale autour de la Shoah, le travail de Lanzmann a été fondateur parce qu'il a contribué à sa façon à réhabiliter une parole personnelle. Il a réussi la gageure de tenir ensemble deux aspects apparemment indissociables, l'aspect plus impersonnel et collectif et la parole tout à fait personnelle du témoin. Et il a tressé quelque chose d'un récit collectif à partir de ces témoignages individuels. Et il a contribué ainsi, et c'est très important, à inverser le processus de massification qui enveloppait jusqu'ici la parole des témoins de la Shoah, mais de tous les témoins en général d'un génocide. Cette massification, puisque meurtre de masse il y a eu, rendre une parole personnelle, c'est quelque chose de très important. Il a fonctionné comme un sésame. Alors, il y a toutes sortes d'organisations de recueil. Moi, j'ai participé à plusieurs projets, celui de Yale et celui de Spielberg, qui sont les deux gros, mais je passerai là-dessus. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que la prise de parole est importante, mais qu'elle est difficile, que l'entreprise testimoniale, c'est quelque chose de difficile. Et ne pas tomber dans un angélisme réparateur, mêlé à la croyance dans les bienfaits d'une catharsis mal comprise, qui pourrait faire oublier que le témoignage est toujours un acte subversif, qui ne va pas sans une certaine violence. On ne va pas témoigner sans crainte et on ne va pas écouter ou recevoir un récit sans crainte de l'annihilation d'un groupe et de familles et de sujets dans leur être le plus intime. Prendre la parole pour dire son anéantissement et celui de tous les siens est un acte profondément transgressif. Donc le dit du témoin fait violence et violence, il se fait violence à lui-même, et on a entendu, et bien sûr qu'il y a une violence faite à l'autre, mais c'est une violence nécessaire sans laquelle s'instaure une espèce de respect pétrifiant qui peut être un écueil tout aussi redoutable. Alors il s'agit pour nous, par exemple, les psys, de trouver, si vous voulez, cet équilibre entre le respect de la personne, le respect de sa parole,
ne pas être dans le forçage et en même temps ne pas être pétrifié par l'immensité de la tâche et de ce qui se joue. Et je pense que délivrer le témoin de son récit, c'est l'accoucher d'une parole qui demande tout autant à se dire qu'à être tue. Et c'est un processus à la fois individuel, mais à la fois groupal, parce que tant le témoin que celui qui recueille ou qui visionne ou qui va voir des expositions, nous sommes tous l'autre partie aussi du témoignage, tout cela sont des représentants du groupe. Le témoin représentant du groupe qui a failli être anéanti, il n'a pas été totalement anéanti puisque le témoin est là, et nous autres, quand nous sommes les représentants du groupe qui a laissé faire, ça c'est la partie la plus indulgente, mais qui au moins n'a rien fait et au sein duquel ça s'est passé. Ce travail n'a pas de limite temporelle ni psychique. On est maintenant à la 2e et 3e génération après la Shoah, pour le génocide arménien plus encore, et c'est ce que j'appelle la créativité du traumatisme. Et j'en veux pour preuve un événement qui vient de se produire et moi qui m'a réjoui, mais je n'ai pas eu le temps de lire son livre, c'est le prix Renaudot qui a été donné à Scholastique Mukasanga pour Notre-Dame du Nil, où on est là déjà dans une forme de créativité autour de témoignages. Il y a là-dessus, il y a des grands débats. Georges Perec avait déjà parlé de la littérature du XXe et du XXIe siècle qui serait une littérature de témoignage. Voilà, j'ai essayé de ramasser. Merci beaucoup. Vraiment, en plus, de partir du témoin pour appréhender la question de la mémoire et de la transgression du témoignage, c'est tout à fait passionnant. Et en particulier l'articulation entre l'individu et le groupe, et le passage du devoir au travail de mémoire. Et vous avez bien retenu que la notion du devoir de mémoire est une notion qui part du témoin, pas de la société. Enfin, ça part qui s'impose au témoin pour aboutir ensuite, par élargissement, au travail de mémoire, mais qui n'est pas une notion qui est appliquée, du moins dans le discours que tu tiens, à la société elle-même. Je me permets d'insister là-dessus parce que je pense qu'on a pendant des années surutilisé cette notion de devoir de mémoire en l'appliquant, je l'ai dit un peu en introduction, comme un impératif moral à une société, alors même que, bien entendu, cette notion s'impose, mais à l'individu témoin, parce qu'il se l'impose à lui-même, et que c'est une première étape nécessaire dans la libération de la parole. Mais que si le témoin s'enferme dans cette notion-là, il s'enferme aussi dans son passé traumatique.